Donc, bonsoir, comme je l'ai annoncé il y a quelques jours, nous faisons quelques cours d'avance parce que mon cher ami Aurel va partir en Israël pour quelques semaines. Donc, les cours sont préparés à l'avance. Et donc, du coup, les refouot et les Ilui Nishma, donc les élévations d'âme pour les personnes dédiées, les cours pour les personnes, ne seront pas mis en direct, mais c'est plutôt en avance. Et comme par hasard, ce soir, nous sortons des Shloshim du mois donc, de notre cher ami Roger Chaim Ben Messaouda. Donc bien évidemment, ce cours lui est entièrement dédié et en très grande partie. Nous sommes le 9 octobre et il y a à peine 2 jours, c'était l'enterrement du Rav Chaim Ovadia Yosef Ben Georgia. Donc également le cours lui est consacré, même avec 3 semaines d'avance sur la paracha que l'on va expliquer ce soir. J'aimerais également dédier le cours les Ilui Nishmat Meir Ben Miriam, donc, qui nous a quitté lundi, que j'avais déjà dédié le cours des 3 prochaines semaines, les Ilui Nishmato. Et j'aimerais aussi dédier le cours pour la Refoua Shema de son gendre, pour qui est prévu une greffe importante dans la semaine à venir. Donc il s'appelle Serge Yosef Ben Chana. Et bien évidemment, j'aimerais encore pour mon père, David Ben Rachel, qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde la refoua, pour mon oncle Yehuda Ben Rachel, et pour tous les malades d'Israël. Donc ce soir, nous traitons de la paracha de Toldot, dans laquelle nous allons voir que Yitzhak va donner naissance à ses 2 fils, Yaakov et Esav. Et donc la Torah nous raconte au début de la paracha qu'au moment où les 2 bébés vont être dans le ventre de leur mère, Rivka, Rebecca, dans un premier temps, elle ne va pas se rendre compte qu'elle a 2 enfants, qu'elle a des jumeaux. Ce qu'elle va juste se rendre compte, c'est que cet enfant se comporte d'une manière assez ambivalente, puisqu'à chaque fois qu'elle passait devant une maison d'Avodazara, d'idolâtrie, l'enfant donnait des coups de pied dans le ventre comme si qu'il avait l'intention de sortir. Et à chaque fois qu'elle passait devant une synagogue ou une yeshiva, le même bébé apparemment avait l'intention encore une fois de sortir. Et c'est là qu'elle est venue chez Shem, qui était le tzaddik de la génération, pour lui demander qu'est-ce que c'est que cet enfant qui a des désirs en même temps pour la Torah et en même temps pour ce qui est Avodazara, donc les mauvais penchants. Et c'est à ce moment-là que Shem, par prophétie, lui a dit: sache que tu as 2 peuples dans ton ventre, 2 enfants dans ton ventre, et que lorsqu'un des 2 sera fort, le deuxième sera faible. C'est ce que l'on voit dans l'actualité de toutes les générations, c'est que quand Israël est fort, les nations sont plus faibles, et lorsqu'Israël est faible, c'est parce que les nations prennent un coup d'avance sur le peuple juif. Et donc, à la suite de cette affaire, on va nous raconter que Esav, qui était l'aîné, puisqu'il est sorti le premier du ventre de sa mère, à un moment, il a eu une grande faim, et il va vendre son droit d'aînesse à Yaakov. D'accord, il vend son droit d'aînesse à Yaakov pour Nezid Anashim, pour un plat de lentilles. Alors là, la question qu'on peut poser, c'est de la part d'Esav, ne rentrons pas. Quelqu'un qui a faim, qui est à l'agonie physiquement au niveau de son ventre, il peut tout vendre. Mais comment Yaakov a pu accepter d'acheter un droit d'aînesse alors que la transaction est illégale, à mesure où il y a un principe dans la Torah, et qui d'ailleurs existe aussi dans la religion musulmane, qui est ce qu'on appelle le principe du ribit, des intérêts. Donc on ne doit pas vendre ou acheter avec intérêt. Donc je ne peux pas vendre un produit plus qu'un sixième plus cher que sa valeur marchande. Donc si le droit d'aînesse a une valeur inestimable, comment Yaakov est prêt à l'acheter pour un plat de lentilles? Qu'Esav accepte de lui vendre, c'est un fait, mais que Yaakov, qui est un tzaddik injuste, il n'aurait pas dû accepter cette transaction, dans la mesure où il sait très bien qu'il n'a aucun droit d'acquérir le droit d'aînesse, avec tout ce que ça implique derrière, c'est-à-dire toutes les bénédictions de l'aîné que Yitzhak va lui donner plus tard. De quel droit il a accepté d'acheter
ses droits d'aînesse contre le plat de lentilles. Il a volé son frère, c'est un vol manifeste et c'est quelque chose qui est proscrit par la Torah. Le Rav Mishkovsky explique ça à travers une histoire, une très très belle histoire qui est racontée sur un juif qui avait besoin d'une grande somme d'argent pour marier sa fille. Et donc il a été voir son maître pour lui demander une bracha, son Rav, et le Rav lui a dit, la bénédiction du Rav a été de lui dire, rentre chez toi, et la première proposition financière qu'il te viendra, accepte-la, parce que c'est grâce à cette première affaire que tu auras la bracha d'Hachem. Ayant entendu ça, il était heureux et il était réconforté, et c'est de cette manière qu'il est rentré chez lui. Lorsqu'il est en chemin pour rentrer à la maison, il est passé par une auberge, et là il a rencontré un groupe de marchands, de commerçants juifs. Eux, ils étaient assis en train de parler affaires, et lorsqu'un d'eux a vu ce juif qui se rapprochait, il a voulu se moquer de lui, il lui a fait une proposition assez insolite, qui était: est-ce que tu acceptes d'acheter mon Olam Haba, mon monde futur, ma part dans le monde futur, pour la somme d'un rouble? Le juif qui s'est rappelé de la bénédiction de son maître, qui lui avait dit n'importe quelle proposition qui te vient, accepte-la. Pour lui, c'était une transaction financière, et il lui a répondu affirmativement: bien sûr que j'accepte ce deal-là, cette proposition. Et tout de suite, ils ont sorti un contrat préparé, et là-bas, ils ont écrit donc comme il faut ce shtar, ce contrat de vente. Et donc, avec deux témoins, évidemment, comme toute négociation permise d'après la Torah, avec deux témoins, et avec un kinyan, donc en levant un tissu ou un morceau de quelque chose de valeur, le socher, donc le marchand, lui a vendu son Olam Haba. Lorsqu'il est rentré chez lui, le marchand, et qu'il a raconté à sa femme cette blague, et lui qui pensait avoir fait une belle affaire, avoir gagné gratuitement un rouble, quand sa femme a entendu cette chose-là, elle lui a dit: retourne tout de suite chez cet acheteur et rachète-lui ton Olam Haba. Et donc, au début, il a pensé qu'elle aussi, elle se moque de lui, mais elle était complètement... elle lui dit: je n'accepterai plus de vivre avec toi, avec un homme qui a vendu son Olam Haba gratuitement comme ça. Donc, elle a menacé de divorce, et c'est de cette manière qu'il a dû retourner tout penaud vers le juif pour lui racheter sa marchandise. Et là, il lui attendait aussi une sacrée surprise lorsque le juif refusait avec entêtement d'annuler la transaction, puisque son Rav lui avait dit d'accepter la première transaction venue. Il n'a pas accepté d'annuler la transaction, et il lui a dit: un deal c'est un deal, un business c'est un business, et je n'accepte pas d'annuler cette transaction. Donc il a essayé dans un premier temps d'augmenter le prix de la vente, de lui racheter pour plus qu'un rouble, mais ça n'a pas aidé, et la seule solution qui est restée, c'est d'aller avec ce juif chez le Rav du second, pour que le Rav lui décide de ce que l'on va faire. À ce moment-là, le Rav, lorsqu'il a entendu les arguments des deux, le Rav il a dit au marchand: mon élève a raison, mais la seule manière que j'ai de l'influencer, de te vendre en retour cette marchandise, c'est que tu lui rachètes à prix respectable ton Olam Haba. Et c'est à ce moment-là que le marchand il lui a dit: tout ce que tu me fixeras comme prix, je lui donnerai. Et là, le Rav il lui dit: cet homme doit marier sa fille, et donc si tu payes toutes les dépenses de ce mariage, je lui ordonnerai de te revendre ton Olam Haba. Le marchand a accepté, il lui a donné toute la somme exigée.
ils ont refait le kinyan, donc réacquisition des deux côtés, et l'affaire s'est terminée béchalom, avec calmement. Après le marché, il a demandé au Rav, mais c'est vrai que j'ai fait tout ce que le Rav m'a ordonné, mais que mon Rav me dise où est la justice. Moi, j'ai vendu mon Olam Haba pour un rouble, normalement j'aurais dû l'acquérir de la même manière par ce rouble-là. Alors le Rav lui a répondu, le prix de la vente se fixe selon sa valeur, selon la valeur estimée. Hier, tu as méprisé la valeur de ton Olam Haba et tu étais prêt à l'offrir pour un rouble, tellement le Olam Haba n'avait aucune valeur pour toi. Aujourd'hui, que tu sais que c'était tout ton mariage qui est dépendant de ce Olam Haba, puisque ta femme t'a menacé de divorcer, chez toi, la valeur du Olam Haba a monté de plusieurs milliers de roubles. Donc chaque chose selon sa valeur. Donc si aujourd'hui, la justice est là, dans la mesure où aujourd'hui pour toi le Olam Haba vaut plusieurs milliers de roubles, donc c'est à valeur égale. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov a pu accepter d'acheter le droit d'aînesse de Esav au prix d'un plat de lentilles. Au début, il est dit Baïvaz Esav et Abechora. Esav a méprisé, a fait honte à son droit d'aînesse, puisqu'un aîné est censé être un exemple, un modèle. Et par son comportement, il a montré clairement qu'il avait un mépris total et il faisait honte complètement à son droit d'aînesse. Et donc, on peut penser que même un plat de lentilles avait l'équivalence, c'était un bon prix pour vendre ce droit d'aînesse. Et donc, de par ce fait, il n'y a pas du tout de hona et de ribit, de profit et d'intérêt dans la vente des droits d'aînesse. Quand Jacob voit que Esav est prêt à lui vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, il comprend bien que Esav n'est pas digne d'être un Bechor, d'avoir ce droit d'aînesse. Donc, puisque la transaction se fait par rapport à la valeur que le vendeur donne à ce qu'il veut vendre, au produit qu'il veut vendre, donc Jacob, il n'a aucun scrupule à avoir d'accepter d'acheter ce droit d'aînesse pour un plat de lentilles, d'accord ? Et c'est pour ça que bien évidemment après Esav, par la suite, quand il va vouloir acheter la bracha d'Yitzhak, et c'est d'ailleurs dans cette paracha qu'on nous raconte le fameux passage où donc à un moment Esav va vouloir recevoir la bracha de son père va vouloir le bénir à condition qu'il lui amène une bête qu'il aura chassée dans la journée. Et quelques minutes après, quand Rivka a entendu cette chose-là par prophétie, elle va envoyer Yaakov pour récupérer la bracha d'Esav. Elle va utiliser tout un stratagème, puisque Esav était poilu, elle va tondre un des animaux du bétail du troupeau d'Yitzhak, elle va mettre les peaux sur les mains de Yaakov, et Yaakov va venir présenter le plat à son père. Alors quand, quelques minutes simplement après l'avoir envoyé, Yitzhak va voir qu'il lui ramène du bétail, il va lui dire « Tu as fait vite pour me ramener cette nourriture. » Alors que va lui répondre le supposé Esav ? Mais pourquoi je te l'ai amené aussi vite ? Parce que Ikra Hashem Lefanaï. C'est Hashem qui m'a présenté cette chose-là. C'est Hashem qui m'a trouvé le bétail, le gibier à chasser en quelques minutes. Alors Yitzhak va s'exprimer d'une manière très connue dans le monde juif. Il va lui dire Akol Kol Yaakov Vayadaim Yede Esav. La voix est la voix de Yaakov. Pas parce qu'il entend la voix de Yaakov, mais la manière de s'exprimer, c'est la manière de s'exprimer de Yaakov. Toi, Esav, d'habitude, lorsque tu me parles, tu m'aurais dit c'est un hasard, par hasard je passais, j'ai trouvé un gibier. Alors que quand est-ce qu'on évoque Hachem dans ma famille, c'est plutôt Yaakov. C'est vrai que les mains sont les mains d'Esav, elles sont aussi poilues que Esav, mais la manière de s'exprimer, c'est Yaakov. Et d'ici, dans les mondes de Yeshivot, on nous dit, ça veut dire quoi Kol Kol Yaakov Vayadaim Yede Esav, c'est que la voix, c'est la voix de Yaakov.
Ça veut dire que quand c'est Israël qui s'exprime, l'arme d'Israël, c'est la prière et l'étude de la Torah. Alors que les mains, donc les armes physiques, les armes qui tuent, c'est les mains des sables. Et donc de là, dans le monde des yeshivot, on nous dit que quand Akol Kol Yaakov, En Yanaim Yedei Sav. Quand la voix est la voix de Yaakov, c'est-à-dire que quand la voix de Yaakov, la voix des prières, la voix de l'étude de la Torah, elle est forte, et des sables, les mains des sables, l'arme physique des sables, elle n'a aucune emprise sur Yaakov. Et là, bien évidemment, lorsqu'on a entendu depuis plusieurs jours qu'il y a eu entre 800 000 et 1 million de personnes qui ont assisté à l'enterrement, à la Levaya de Rav Ovadia Yosef, donc, et ils ont tous prié à ce moment-là, et c'est un grand moment à être Ratson dans le peuple d'Israël, puisque ça a été une semaine, quelques jours de grandes prières, où on a prié les Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Rav Ovadia Yosef, mais en même temps, il y a eu, grâce à ça, je pense, un élan de Teshuvah qui s'est allumé dans le peuple d'Israël, un grand élan de Teshuvah, c'est qu'on est dans une période, à mon avis, propice pour demander beaucoup de choses à Hachem. Par le mitat tzadik, par la disparition du tzadik, ça a engendré que les hommes se sont un peu mis en question, remis en question, ils ont un peu plus prié pour l'élévation de son âme, mais clairement, nous, notre force, ça serait actuellement de demander à Kadosh Baruch Hu, et ce cours passera bien évidemment à quelques jours des shloshim du mois de Rav Ovadia Yosef, de Rav Chaim Ovadia Yosef. Donc ça sera, même au moment où vous écouterez ce cours, ça sera un moment à être Hatson, un moment propice pour demander à Kadosh Baruch Hu, et j'espère véritablement qu'il entendra les prières de tous, les prières de chacun, et qui nous amènera ce qu'on attend tous depuis tellement longtemps, et même si on perd peut-être un peu la foi sur cette chose, parce qu'on attend depuis tellement longtemps qu'on ne l'attend plus vraiment, que je parle de Mashiach, bien évidemment, que Kadosh Baruch Hu, il nous donne à tous la force de prier pour ça et qui nous amène très rapidement Mashiach dès cette année. Shavua Tov et à la prochaine fois.